Enfin, le nouvel épisode de la légende est de retour. Mais cette fois, le sujet est complètement différent. Le défi n'est pas un héros ordinaire. Ce n'est pas non plus un combattant classique. Il ne s'agit même pas d'un adversaire de la nouvelle génération. Ce défi, c'est Sasaki Musashi. C'est l'homme le plus fort que l'histoire ait jamais connu. N'essayez pas de me parler de Baki, ni de Yujiro Hanma. Musashi est né pour le combat. Il ne connaît pas la pitié. Il ne recule devant rien. Chaque coup qu'il porte ne laisse aucune place au pardon. Aujourd'hui, cette légende sort de son sommeil de plusieurs siècles. Alors, une question brûle toutes les lèvres. Baki est-il prêt à affronter cette puissance oubliée? Cette force dépasse-t-elle tout ce que notre ère peut offrir? On le découvre aujourd'hui, mon ami. Préparez-vous. Nous commençons l'histoire. L'histoire commence par une séance d'entraînement hors norme. Baki invente constamment de nouvelles méthodes pour se dépasser. Il se tient au sommet d'une falaise abrupte, près d'un temple ancien. Ce n'est pas une course de descente ordinaire. Baki démarre en trombe vers le bas, comme un projectile lancé à toute vitesse. Chacun de ses pas frappe le sol rocheux avec une violence terrible. Les éclats de pierre volent derrière lui. Il décide d'accélérer encore, plus vite que son corps ne peut supporter. Au bout de quelques secondes, son corps perd littéralement l'équilibre. Au milieu de cette vitesse démentielle, une sensation étrange naît dans son corps. Il court droit vers une mort certaine. Si son pied trébuche sur un rocher, il finira écrasé au fond de la falaise. L'envie de s'arrêter le gagne lentement. Il ouvre la bouche à pleine gueule, les poumons remplis d'air froid. Il crie intérieurement que le moment est venu de tester sa limite. Mais rien ne se déclenche. Pas d'excitation, pas de frisson. Il ralentit finalement, tout calme, au milieu de cette descente suicidaise. L'écart de niveau entre Baki et n'importe quel défi est devenu tellement grand. Même la mort ne réveille plus son excitation du combat. Il atterrit finalement sur le sol en douceur. Il se tient droit, comme si rien ne s'était passé. On change de décor. On retrouve Atlas, champion incontesté de l'UFC. Il est rongé par l'ennui de sa ceinture de champion. Il explique qu'il est le numéro 1 dans ce domaine depuis 7 ans. Il a gagné beaucoup plus de combats que nécessaire. Il est fatigué de gagner toujours, sans jamais rencontrer de limite. On le voit dans le ring. Il finit son adversaire d'un seul coup terrible, qu'il envoie hors du ring, en moins de 3 secondes. Il monte sur le cordage et annonce à tout le monde qu'il arrête. Il a eu assez de ce sport, de ces combats prévisibles où la victoire est acquise d'avance. Sa véritable ambition, c'est de devenir l'homme le plus fort absolu. Pas seulement le champion d'un seul sport. On se rend ensuite à la conférence de presse. Les journalistes demandent avec surprise pourquoi il choisit spécifiquement le Japon. Il répond qu'au Japon existe un homme reconnu comme le plus fort du monde. On le voit ensuite assis en face de M. Tokugawa. Tokugawa est surpris de son désir de combat. Il lui explique qu'il a déjà obtenu toute la gloire et toute l'admiration du monde. Atlas lui raconte qu'il a vu le combat entre le père et le fils Hanma. C'est la première fois de sa vie qu'il voit un homme bouger avec une telle beauté de mouvement. C'est pour ça qu'il veut affronter le fils, Baki. Tokugawa ne cache rien. Il prend immédiatement le téléphone et appelle Baki. Il annonce ensuite que c'est accepté. Baki est toujours libre pour un défi. Il ne refusera jamais. Atlas est surpris que le combat ait lieu dès aujourd'hui, exactement ici. Il entre dans le ring avec toute sa prestance, les épaules larges et le pas lourd. Et c'est à ce moment que Baki apparaît. Atlas est choqué par la taille de Baki. Il n'ose pas croire ce qu'il voit. C'est ça, le plus fort du monde? Il évalue en un coup d'œil. Baki pèse environ 70 kilos. Il mesure moins d'1,70 m. Baki fait presque la moitié de la taille d'Atlas. Tout le monde retient son souffle quand les deux hommes se font face. La foule crie de toutes parts. Mais quand Atlas croise le regard de Baki, tout son corps se raidit d'un coup. Il voit devant lui un monstre terrible, une créature qu'il n'a jamais vue de sa vie. La foule est en délire. Baki reste debout, tout calme, au milieu du ring. Face à Atlas, le champion mondial qui ressemble à une montagne de muscles. Tout le monde remarque que Baki est rongé par l'ennui, à un moment où il devrait être au maximum de l'excitation. L'arbitre intervient. Il annonce que le combat est ouvert, sans aucune règle. Il déclare le début du combat. Atlas décide de finir tout ça en 1 seconde. Il démarre à la vitesse de l'éclair, avec toute sa force, avec son corps énorme, dans une attaque violente pour écraser Baki et l'effacer de la surface. Son poing percute l'air où se tenait Baki une fraction de seconde plus tôt. En 1 seconde, Baki disparaît de sa position et réapparaît devant lui à toute vitesse, comme si ce n'est pas un humain. Soudain, Baki s'approche d'Atlas à la vitesse de l'éclair et lui saisit le bras avec ses 2 mains. C'est là que la surprise a lieu. Atlas, dont la force de serrage atteint 13 kg, ne peut pas faire bouger la main de Baki d'1 millimètre. Soudain, Baki commence à secouer la tête d'Atlas comme un chien qui déchire un morceau de tissu. En un instant, le combat se termine. Baki gagne,
sans avoir versé la moindre goutte de son propre sang. Quand Baki sort du ring, les médecins entrent à toute vitesse pour soigner Atlas. Plus tard, on retrouve Atlas assis en train de bronzer au soleil. Il raconte ses souvenirs du combat à voix basse. Il admet sa défaite sans détour. Il explique qu'il a remarqué quelque chose d'amer, quelque chose de dur pour tout combattant. Baki a fait un effort énorme face à lui, mais il retenait son ennui. Il a fait tout ça par respect pour Atlas en tant que combattant. Baki s'ennuyait de ce combat. Pour lui, c'était juste une chose ennuyeuse de plus. On voit l'ancien Premier ministre Suzuki rouler dans sa voiture, escorté par des gardes du corps. Il est déguisé en simple travailleur. Mais, cette fois, il ne va pas pour une mission politique. Il va rencontrer l'homme qui tire les ficelles du pouvoir dans l'ombre, M. Tokugawa. Dès qu'il arrive, il est très surpris par le secret total qui entoure tout ce projet. Il marche sur les planches pourries d'un bâtiment abandonné qui a l'air très vieux. Les murs sont crevassés, la poussière flotte dans l'air. Mais ce bâtiment n'est qu'une couverture pour l'un des endroits les plus modernes et les plus complexes du pays. Il pousse une porte en métal épaisse. Ils entrent dans un ascenseur incroyablement moderne. Les portes se ferment en silence. Tokugawa explique qu'ils descendent de 100 mètres sous terre, dans un lieu complètement protégé contre toute intrusion extérieure. Le Premier ministre serre les poings. Il commence à ressentir la peur du lieu, surtout quand les portes s'ouvrent à nouveau. Il se retrouve dans une salle gigantesque, énorme, comme un monde à part entière. Pilier central, cœur du projet, il rendra sa grandeur au Japon. Il marche entre les bancs de travail. Les scientifiques travaillent en silence, sans lever la tête. Le Premier ministre regarde, émerveillé. Il demande à Tokugawa quel est le véritable objectif final de tous ces investissements. C'est alors que Tokugawa l'emmène devant une cuve énorme, pleine d'un liquide trouble et laiteux. Il lui apprend qu'ils ne font pas des expériences ordinaires ici. Ils essayent de ressusciter le combattant le plus féroce et le plus grand de l'histoire japonaise, ancienne comme moderne. À ce moment, Baki est assis tranquillement sur un banc de pierre, les mains posées sur ses genoux. Il vient de terminer son combat contre Atlas et il récupère son souffle à un rythme lent. Soudain, il touche sa poitrine avec stupeur. Il retient son souffle. Il se demande si c'est vraiment le bruit qu'il vient d'entendre. C'est un battement de cœur, lourd, régulier, terriblement puissant. Chaque battement fait vibrer l'air autour de lui. Mais il comprend en une seconde que c'est impossible. Ce battement terrible ne vient pas de lui. Il ne ressemble à aucun battement qu'il a jamais entendu de sa vie. Baki commence à se souvenir de tous les combattants forts qu'il a combattus toute sa vie. Il pense d'abord à Naoya Okawa, à la force brute qui remplissait chaque recoin du ring. Il pense ensuite à Shibukawa, à son souple qui détournait toutes les attaques. Il pense à Retsu, dont les mains brûlaient comme du feu quand il frappait. Père Yujiro, l'ogre, père le plus fort. Mais il arrive à la conclusion qu'aucun d'entre eux n'est propriétaire de ce battement. Chacun d'eux laisse une trace reconnaissable, une empreinte unique. Aucune ne correspond à ce rythme lourd et écrasant. Il sent que la personne qu'il entend aujourd'hui est complètement différente. Cette sensation, il ne l'a jamais eue avant. Aucun combattant qu'il a rencontré ne peut produire un battement aussi puissant, aussi terrifiant. On retourne dans le laboratoire secret sous terre. Les scientifiques sont regroupés devant une vitrine blindée. Derrière la vitrine repose le fragment archéologique le plus précieux du projet, la colonne vertébrale entière de Sasaki Musashi. Ils l'ont gardée sous surveillance et inspection constante depuis des années, chaque centimètre étudié par les appareils les plus précis au monde. Le scientifique John s'approche de la vitrine. Il pose la paume sur le verre froid. Il regarde l'os avec une admiration qu'il ne cache pas. Il décrit la colonne comme vraiment exceptionnelle, quelque chose qui n'existe pas sur Terre parmi les humains ordinaires. Chaque os de cette colonne a une dimension qui dépasse toutes nos mesures habituelles. L'analyse révèle que la forme de l'os est complètement anormale. C'est une structure impossible pour un humain ordinaire. Le scientifique John confirme que cette colonne ressemble plus à celle d'un grand félin qu'à un os humain et que Musashi dépasse toutes les normes humaines. Cette colonne vertébrale défie toute la logique humaine. La forme de ces os révèle des secrets que l'évolution n'a pas encore dévoilés au monde moderne. Même s'il n'y a plus ni peau ni chair, ces os représentent la forme finale que peut atteindre la colonne vertébrale d'un vrai maître du combat. Les scientifiques essaient d'imaginer la posture permanente de Musashi, la tension qui habitait son corps chaque jour. Ils essaient de ressentir la terreur que n'importe qui éprouverait en se tenant devant lui. Ils confirment une conclusion terrible. Musashi n'était pas juste un humain de chair et d'os. Cette puissance était plantée en lui depuis le jour de sa naissance. On retourne vers Baki, qui continue son entraînement quotidien. Il court un marathon de 40 km dans les rues escarpées de la montagne. Chaque pas heurte le sol rocailleux avec une force constante. Baki répète
que peu importe l'heure ou le jour, ce qui compte c'est de continuer à bouger son corps. Il confirme avec certitude que dans son dictionnaire, il n'y a pas de mot fatigue. Mais l'état d'ennui qui le domine ne l'a jamais quitté. Il continue de courir et de réfléchir à l'énigme de ce battement de cœur. Il se demande si l'avenir lui cache enfin un combattant qui lui rendra sa passion perdue. On change de décor, on trouve Kaoru Hanayama, qui fait des exercices de traction croisée sur des anneaux de gymnastique. Sa force soulève son corps encore et encore. Il dépense une quantité d'énergie incroyable, au point que la sueur inonde tout le sol sous lui. Et pourtant, lui aussi est rongé par l'ennui. Chaque mouvement semble vide, comme si son effort n'avait aucune valeur. Peu importe combien il augmente la charge, que ce soit des pompes ou une course de 100 mètres à toute vitesse, au moment où il atteint l'effort maximum, l'ennui le cloue. L'excitation s'éteint.